Et l'idée, c'est d'avoir un impact positif net sur l'environnement. Donc ça veut dire que vraiment que ton entreprise, déjà tu te poses la question de savoir si elle sert, enfin à quoi elle sert. Si on la retire, qu'est-ce qu'on en perd? Je pense qu'aujourd'hui on devrait tous pouvoir se poser ce genre de questions-là aussi. Et en tout cas, on va avoir le courage de se la poser. Comment développer une entreprise de mode et avancer même dans les moments difficiles? Moi, c'est Astrid, experte en développement commercial, coach. J'accompagne les femmes entrepreneurs à propulser leur business avec une vision claire et une stratégie alignée. Avec ce podcast, accompagné de ma partenaire in crime, Lynn. Hallo, ik ben Lynn. Nous vous proposons chaque jeudi un nouvel épisode en français ou en néerlandais. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on partage, on échange et on s'inspire. Belle écoute! Il n'y a pas de doute, dans le secteur de la mode, il faut désormais maîtriser le digital pour réussir. Créer de la désirabilité sur les réseaux sociaux, rédiger des newsletters impactantes, gérer des campagnes et générer des ventes en ligne. Avoir le bon partenaire est alors essentiel pour avancer sereinement. Spécialisé dans la mode et le lifestyle, Lending Partners accompagne depuis plus de 5 ans des marques dans leur performance en ligne. Les retours sur Anthony, David et leur équipe sont unanimes. Ce sont de véritables experts, à l'écoute des besoins de leurs clients et orientés résultats. Découvrez leurs cas pratiques et rapports sur leur site www.lending.partners. Je suis ravie de les avoir à nos côtés et les remercie pour leur soutien à We Love Belgian Brands. Belle écoute! Et vous savez qu'en plus de ce podcast, je suis experte en développement commercial et coach. Avec mon nouveau programme Essor, j'accompagne les femmes entrepreneurs dans leur développement commercial. Essor, c'est 9 vidéos, 4 modules, 28 documents de travail, mais surtout des rendez-vous individuels sur mesure toutes les 3 semaines. Un rendez-vous collectif en hebdomadaire et puis la possibilité de grandir ensemble pour faire avancer votre chiffre d'affaires. Ça vous intéresse? Allez sur mon site www.astridlefebvre.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur LinkedIn, Astrid Lefebvre. J'y diffuse régulièrement du contenu que je fais avec tout mon cœur. Et puis, enfin, vous pouvez aussi vous inscrire à mes M-Vendre Letters. C'est tous les vendredis un shot de good vibes, de tips, d'apprentissage de ma vie de coach, d'experte commerciale et d'entrepreneur. À très vite. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de We Love Belgian Brands. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une véritable institution belge, la Maison d'Andois. Connue pour ses biscuits artisanaux et son délicieux spéculoos, cette entreprise familiale, fondée en 1829, a su traverser les époques en restant fidèle à ses valeurs, mais aussi en innovant et en s'engageant dans une démarche éco-responsable. Alors, comment conjuguer tradition et modernité? Comment bâtir une marque forte dans un marché en pleine mutation? Et comment faire rimer gourmandise et durabilité? Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Alexandre Elson, le co-CEO de la Maison d'Andois. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors, ma première question, c'est toujours la même, c'est de te demander de te présenter justement en quelques mots et de nous raconter qu'est-ce que tu aurais aimé faire quand tu étais enfant. Bon, donc moi, je m'appelle Alexandre Elson, je suis co-CEO de la Maison d'Andois, que je co-gère avec mon frère du coup. La Maison d'Andois, toujours une entreprise familiale et on en est les représentants de la 7e génération. Parallèlement à ça, je suis aussi papa de 2 enfants. J'ai 38 ans, je suis sur mes 39 là, cette année, ça avance vite. Et qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais enfant? Écoute, plein de choses. Bon, c'était un enfant très curieux, amoureux de science aussi. Toujours passionné par ça actuellement. C'est pour ça que je me suis dirigé, je pense, vers les études de gestion. J'ai fait un ingénieur de gestion à Solvay parce que je voulais approfondir plein de sujets différents. Et que Solvay était on partait des sciences jusqu'à l'économie, jusqu'à l'entrepreneuriat, le marketing. Bref, on a pu explorer beaucoup de champs différents. Et tu as toujours su que tu allais reprendre la Maison d'Andois? Alors, pas du tout. Non, vraiment pas du tout. C'était, malgré qu'on est né dedans, mais c'était encore une petite entreprise dans laquelle il y avait mon grand-père, ma grand-mère, ma tante, mon papa, alors que ça vient du côté de ma maman. Mais elle souhaitait pas qu'on aille dedans, étonnamment. Elle avait vu ça peu. Il y avait pas mal de petits conflits familiaux quand même. Je veux dire, une entreprise familiale, c'est génial, mais c'est aussi compliqué à gérer parfois les choses en famille. Et donc, elle imaginait pas ça du tout pour nous. Surtout qu'après avoir fait mes études à Solvay, à ce moment-là, c'était pas encore clair pas du tout clair que j'allais venir ici. J'ai fait mon mémoire sur la stratégie d'expansion de la maison et c'est à ce moment-là que j'ai mis un pied vraiment ici. Concret, quoi. Concret. Et que je savais que je viendrais alors. Mais avant ça, jamais. Ok. Et du coup, t'avais quel âge quand t'as vraiment mis un pied dedans?
28, quelque chose comme ça. J'ai eu le temps de faire une expérience avant dans le digital marketing. Ah, sympa. Je reste avec toujours cette tangente un peu digitale quand même. Pas tellement que ça, parce que chez Dandois, j'ai vraiment exploré tout le côté plutôt produit et de faire fabriquer avec ses mains. On reviendra là-dessus plus tard. Mais, avec plaisir. Et pour ton frère, il était plus vieux que toi? Pour lui, c'était une évidence? Alors, on ne le montre plus. Et il est plus jeune que moi, Antoine. Et il est kiné à la base. Donc il vient avec tout à fait une autre composante et une autre façon de voir les choses et de sensibilité différente. Et c'est la richesse, justement, de ce co-CEO. On vient chacun un peu avec des affinités. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on a une vision commune. On a une mission que nous avons définie ensemble. Mais après, chacun vient apporter sa pierre à l'édifice. Comment vous avez fait pour définir votre mission commune? Moi, donc, ça va faire un peu plus d'une dizaine d'années qu'on est là. Et donc, on a travaillé avec notre père pendant tout le début de ces années. Et puis, il y a eu cet épisode du Covid qu'on a tous vécu en tant que marque avec des difficultés, j'imagine. Enfin, il y en a certains qui ont bien sorti leur épingle de jeu, mais nous, on a eu un moment assez difficile dans le centre-ville de Bruxelles parce qu'il y a une partie importante en fait, de nos clients qui sont les touristes. On les avait jamais vraiment identifiés comme tels. Parce que Dandois, c'est une marque à la fois vraiment bruxelloise, locale avec ses magasins. Mais là, on a vraiment eu un grand coup de dent. Et donc, on a eu de grandes discussions familiales à ce moment-là de savoir même est-ce qu'on continue le projet, est-ce qu'on continue pas, qui veut continuer. Et à ce moment-là, moi, j'ai vraiment dit que j'avais envie de le continuer. Ouais, parce qu'au fait, aujourd'hui, il y a 13 boutiques qui sont à Bruxelles. Oui. Et donc, dans les 13 boutiques, il y avait une grosse partie du chiffre d'affaires qui était générée par le tourisme. Dans celle du centre-ville, oui. Ouais. On a à la fois, là, vraiment, c'est deux typologies complètement différentes de clients, quoi. Il y a vraiment ceux qui viennent découvrir la spécialité de Bruxelles, le spéculose et les gaufres aussi, parce qu'on est moins connus on fait des super bonnes gaufres de Bruxelles et de Liège qui sont produites ici, encore artisanales avec du vrai beurre, ce qui devient rare. Mais donc ça, c'est d'un point de vue international, mais du point de vue local, on est vraiment la maison du spéculose. C'est vraiment le produit emblématique, même si à côté de ça, on a beaucoup de choses. Et donc, du coup, quand on a dû vraiment se positionner, est-ce qu'on veut continuer ou pas ce projet, on s'est posé toutes les questions et du pourquoi est-ce qu'on veut le continuer et quel sens on veut aller y mettre. Et c'est à ce moment-là qu'on a mis une mission sociétale et environnementale très forte au cœur du projet. C'est venu par, déjà un alignement personnel aussi, de dire qu'est-ce qu'on a envie de laisser comme trace. Moi, j'avais déjà des enfants qui avaient déjà grandi. On se rend compte du monde dans lequel on est, des fameux challenges collectifs que nous avons là aujourd'hui. Une fois qu'on a compris qu'on dépassait, on avait presque la 7e limite planétaire atteinte, qu'est-ce qu'on fait? Et je dis toujours, si c'est pas nous, c'est qui? Si c'est pas maintenant, c'est quand? Et donc on s'est dit, si on a vraiment les mains sur ce projet-ci, la main mise, on va pouvoir essayer d'aller tester un petit peu toutes nos croyances, nos idéaux, etc. Et donc c'est comme ça qu'a démarré cette transition de la 6e vers la 7e génération. Donc notre père nous a à ce moment-là cédé la gestion avec notre frère. Et on a écrit tout un manifeste assez conséquent, qui est assez inhabituel pour une entreprise, un manifeste plutôt philosophique, culturel, qui reprend un petit peu tous les enjeux, en tout cas comme de notre perception du monde actuel, et comment nous comptons y répondre. Et donc ça a commencé comme ça. Alors comment les biscuits d'Andois peuvent sauver le monde? Mais c'est marrant que tu dis ça parce que c'est une des phrases, c'est « Et si les biscuits pouvaient rendre un monde meilleur ?» C'était le début du manifeste. Parce que naïvement, à un moment pendant le Covid, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans le Covid, en tout cas pour ma part. On s'était dit aussi, qu'est-ce qu'on va faire avec les biscuits? En quoi les biscuits vont nous aider là, dans cette histoire-là? Et en fait, on s'est rendu compte que ces petits biscuits, ces petits plaisirs-là, en fait, ils procuraient beaucoup de plaisir. Des plaisirs simples. Quand on avait fermé pendant je pense, plus de 8 semaines, tout au début, on s'est dit, nous, on n'est pas essentiel, pas besoin de ça aujourd'hui, mettons un peu tout le monde à l'abri. Au départ, on ne connaissait pas la dangerosité, tout ça. Et on n'a vraiment pas d'e-commerce, rien. Et là, on a eu en fait beaucoup de clients qui sont pleins et qui se sont dit, mais en fait, on avait envie de ça, on avait besoin, ça donnait du réconfort, etc. Et donc, petit à petit, on a vraiment compris le pouvoir, en fait, de ces produits qui rassemblent, qui sont des moments que tu retrouves finalement au long de ta vie, à des moments qui sont à chaque fois assez forts, que ce soit à la fin d'année, alors surtout à la Saint-Nicolas chez Dandois, mais qui sont là au moment de repas, plein de choses. Et donc, toute cette joie de vivre, tous ces petits plaisirs, on ne va pas les retirer en tant qu'humain. Je veux dire, on est des animaux qui vibront avec des émotions. Et des êtres de connexion et d'échange. Exactement. Et dans les biscuits, moi, je vois aussi le plaisir d'offrir, quoi. Exactement. Vraiment, le plaisir
plaisir de partager. Tout à fait. Et donc, ils sont là. Je veux dire, les grands spéculoos, c'était ça. Hein. Les enfants recevaient ça là, avant qu'il y ait des jouets. Je veux dire, Dandois lui disait 1829, ça fait presque 200 ans là maintenant. Avant les jouets, on ferait des grands spéculoos qu'on partageait ensemble et qu'on craquait ensemble. Donc, il y avait toute cette symbolique-là. Et donc, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut allier cette partie-là avec maintenant la partie éco-responsabilité, entre autres, et allier tout ça ensemble. Je dis justement que la puissance d'une marque, justement, qui crée ses plaisirs, on peut peut-être essayer d'avoir aussi un discours engageant, parce qu'aujourd'hui, on voit que dans l'écologie, c'est compliqué, les gens voient ça comme des contraintes, et donc on se dit comment est-ce qu'on peut peut-être, nous, avec cette marque-là, avoir un discours qui allie les deux. Un acte fort que vous avez fait en 2024, si je ne me trompe pas, c'est d'arrêter la distribution sur les États-Unis et le Japon, mettant fin à 10% de votre chiffre d'affaires. Comment ça se met en place? Alors ça fait graduellement, hein. Donc justement, il y a eu le Covid, il y a eu tous ces trucs-là qui nous ont... On avait arrêté pas mal d'exportations. L'exportation, elle était au maximum à 10%. Et graduellement, en fait, on a coupé des choses jusqu'à arrêter ce partenariat avec le Japon, qui était quelque chose que même symboliquement assez fort, puisque ça avait été fait par la génération de notre père, et qui à l'époque encore, c'était le critère de succès, de réussite pour toute cette génération. L'internationalisation. Exactement. Aller là-bas et être reconnu là-bas. Il y avait un petit peu tous les chocolatiers belges vont là-bas, etc. Ouais, bien sûr. Tous les Belges, même dans la mode, vous savez. Il y a vraiment eu des connexions, des synergies très fortes entre la Belgique et le Japon, et c'était en effet une vraie marque de succès. Et donc moi, quand j'avais été, quand je suis arrivé ici au début, j'ai été voir, ça venait de commencer à se faire. Mais il y avait quelque chose qui résonnait absolument pas pour moi quand j'allais là-bas, là, dans un shopping mall au Japon. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose comme ça qui désonnait très très fort. Et donc, pas quelque chose que, depuis le départ, je m'opposais un peu à ce truc-là. Et donc, petit à petit, en tout cas, on n'a rien fait pour essayer de le développer. Et donc, au contraire, essayer de réduire. Et pendant ce temps-là, en parallèle, on a continué à se développer sur le marché local, hein, parce que Dandois, donc, tu disais, ces 13 boutiques qui sont toutes dans Bruxelles et la grande région bruxelloise, donc jusqu'à Waterloo, mais on doit faire 90% du chiffre d'affaires maintenant dans ce périmètre de 12 kilomètres. Carré, quoi. Donc, et pas n'importe quel chiffre d'affaires. C'est quand même, on n'est pas sur une petite épicerie de quartier. On est vraiment quand même sur une entreprise, 12 millions de chiffre d'affaires, 88 personnes, je crois. Oui, on a plus de 100 équivalents temps plein, puisqu'on a un CE là maintenant depuis un an. Donc, on crée beaucoup d'emplois parce que à la fois en production, c'est très artisanal. Donc, on travaille toujours selon les mêmes techniques que l'époque, avec les mêmes machines. On n'a presque pas investi, en tout cas de ce côté-là, dans l'outil. Est-ce que là, il y a des innovations à faire, peut-être, au niveau justement écologique? Alors, écologiquement, justement, tu utilises la force de l'humain, là, pour l'instant. Donc, en termes d'énergie, c'est pas sur l'énergie qu'on va pouvoir aller Je pensais aux matières. Oui, alors sur les matières, on va en revenir, parce que ça, c'est vraiment le gros sujet. Mais non, il y a sur la production quand même des questions, nous, qu'on aborde actuellement, c'est de savoir à quel endroit, éventuellement, on peut céder de nouvelles machines, peut-être, ou ça peut aider l'artisan dans son métier, ou les endroits qui sont aujourd'hui un petit peu les bottlenecks, comme on dit dans la production, les endroits, les entonnoirs, ou qui sont trop risqués. On s'est rendu compte l'autre jour en faisant une étude qu'il y avait en fait plein de biscuits qui partaient sur la même machine, qui étaient une boudineuse pour faire des saucisses, tu vois, parce qu'on a toujours trouvé des plans B comme ça, des systèmes D pour essayer on n'a pas de ligne de production. Il faut imaginer que c'est un atelier, on ne parle pas d'une usine ici. Et donc, c'est chaque fois par des recettes de 30 à 150 kilos maximum. Et on lance comme ça plusieurs recettes sur la même journée. On va faire 1 tonne de biscuits maximum sur une journée, ce qui n'est vraiment pas énorme. Donc, c'est un peu comme à la maison. Avec notre Magimix, on est un peu plus grand. Tout est pesé sur une balance, là, avec Wilfried. Donc, beaucoup d'humains, je disais, dans l'atelier. Et donc, beaucoup d'humains aussi dans les magasins, puisqu'on a notre propre réseau de distribution. Et donc, vous produisez donc 1 tonne par jour pour vos boutiques. Donc, vraiment, ça va directement du four au client final. Oui. Et vous avez aussi la possibilité de faire des gâteaux pour d'autres entreprises ou pour d'autres partenaires? Alors, on fait pas de private label. On fait, par contre... on a des cadeaux d'entreprise, donc si on peut faire des spéculoos personnalisés, par exemple, ça on fait quand même pas mal. Comme finalement, en fait, ces biscuits, le produit, la marque Dandois est devenu un cadeau qu'on s'offre à soi ou un cadeau qu'on offre vers l'extérieur. Donc on est un chouette partenaire pour ça.
Qu'est-ce qu'on fait encore? Oui, on a quand même toute une série de cadeaux d'entreprise pour la fin d'année. Tu vois que c'est un cadeau qui fait plaisir, en tout cas. Et qui, justement, le biscuit, c'est pas très prétentieux non plus, c'est assez accessible. Tout le monde aime un bon biscuit. Parce que, donc, je disais, on est fortement connu pour le spéculose, mais on a du coup développé une gamme de une trentaine de biscuits différents, je pense, aujourd'hui. On en rajoute tout le temps. On est censé en supprimer, mais on les supprime jamais. On fait des glaces nous-mêmes, on fait nos gaufres nous-mêmes, on a internalisé le chocolat là cette année. On travaillait avec un artisan avant et avec le chocolat, le biscuit se marient tellement bien qu'on s'est dit on allait le faire nous-mêmes. Super. Et donc elle est là la croissance. Alors si on va pas chercher de croissance à l'international, on va chercher de la croissance en développant plus de produits. Non, oui, pour en revenir, parce que c'est vrai qu'on a fait une grande digression. C'est donc du coup on a continué à croître en local, tu vois, et ce qui nous a permis de pouvoir déconnecter comme ça l'international. Ça n'est pas fait du jour au lendemain. Donc ça, c'est important de préciser. Et oui, non, mais quand tu fais finalement les choses avec passion et avec cœur, oui, les clients ressentent ça, je pense. Et même si ce n'est pas l'objectif principal, ça paraît bizarre que je dise ça, mais en tout cas, nous, on n'a jamais mis des objectifs de croissance dans l'entreprise. Elle vient par elle-même, par opportunité, parce qu'au moment où on trouve un endroit, une boutique dans un quartier qui nous plaît, et qu'on sent qu'il y a quelque chose à aller y faire, alors on y va. L'envie, et ça c'est un des points du manifeste, c'est d'agrandir notre famille pour avoir plus d'impact. Et donc, ça veut dire que si on rallie encore plus de personnes à cette cause-là et qu'on les emmène avec nous dans cette prise de conscience et dans cette mission-là, alors on pourra avoir ensemble plus d'effets. Alors du coup, c'est quoi cette cause-là? Cette cause-là, c'est de pouvoir arriver à démontrer qu'un modèle d'entreprise à une échelle territoriale peut fonctionner. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des entreprises à visée régénérative, le concept de régénération. Donc une fois que nous, on a commencé à rentrer dans cette voie-là, moi je ne connaissais absolument pas non plus. J'ai du coup rencontré toute une série de personnes et finalement il y a de nouveaux mondes qui sont ouverts à moi. Et notamment ce concept de la régénération que je ne connaissais pas du tout. Et l'idée, c'est d'avoir un impact positif net sur l'environnement. Donc ça veut dire que vraiment que ton entreprise, déjà tu te poses la question de savoir si elle sert, à quoi elle sert. Si on la retire, qu'est-ce qu'on en perd? Je pense qu'aujourd'hui on devrait tous se poser ce genre de questions-là aussi. Et en tout cas avoir le courage de se la poser. Non, c'est vrai. Et puis une fois que tu dis ok, bon, ça vaut la peine et je pense qu'elle a quelque chose à apporter à la société au sens large. Comment est-ce qu'on fait pour que son impact soit le plus faible possible sur l'environnement et aussi au niveau socialement, qu'est-ce qu'elle peut créer, quoi. Et donc le concept il est là et alors il y a toute une série de principes comme ça, il y a 11 principes derrière, je ne vais pas tous les évoquer mais c'est circulaire par design, c'est travailler avec des molécules biosourcées, c'est toute une série de choses qui vient comment tu partages la valeur, etc. des nouveaux business models d'entreprises à visée régénérative. Okay. Et donc nous ça c'est vraiment quelque chose qui nous passionne assez fort, parce que ce que je n'ai pas dit plutôt dans notre manifeste, c'était ce qu'on avait représenté à la famille quand tu disais avec ton frère comment vous avez travaillé là-dessus, c'était posé cette question de savoir si l'entreprise pouvait perdurer pour les 200 prochaines années, puisqu'on arrive à nos 200 ans. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, aujourd'hui, et ou ne pas faire aussi, tout simplement. Parce qu'on pense toujours, il faut faire, mais ne pas faire pour pouvoir qu'elle puisse continuer à perdurer. Et on s'est rendu compte en relisant, parce que notre grand-père est mort assez tôt quand même, j'avais 12 ans, mais c'était quelqu'un c'était des vrais épicuriens, des bons vivants, des vrais bruxellois, des amateurs de bonne bouffe, comme on dit, de vraie bonne nourriture. Et ils avaient déjà compris en fait qu'ils s'en foutaient de grandir. Ils s'en foutaient. Ce qu'ils étaient amoureux, c'était de garder ce moule en bois, de continuer à faire ce spéculose-là avec ce même savoir-faire. Il est impossible de pouvoir changer un four. Mon père, quand il est mort, a changé le four parce que c'était un vieux four à tapis qui était super compliqué à utiliser. Mais il y a une personne, Daniel, qui a travaillé pendant 45 ans ici, qui était la personne qui savait utiliser ce four. Mais il y avait toutes les beautés, tout un émotionnel, tout le côté patrimonial aussi de l'entreprise, parce qu'il y a on est assez dépositaire de 200 ans d'histoire, ce qui est énorme, et il avait compris la beauté de tout ça là derrière. Et justement, si tu grandis trop, si tu casses, tu casses et tu perds ça. Parce que sinon, ici, on l'évoquait avant,
On n'a pas envie de basculer dans l'industrialisation. On a été voir des usines encore récemment avec mon frère et les équipes, on n'a pas envie de ça. C'est déshumanisé. Ici, on n'a pas encore eu l'occasion d'aller faire un tour, on pourrait peut-être faire après, mais tu vas voir toutes les personnes ici avec le sourire avec lequel elles travaillent, elles viennent, sont fières de faire leur métier. C'est toutes ces rencontres-là, c'est ça qui nous intéresse, nous. Et d'arriver à garder ça aujourd'hui. Alors ça, c'est le challenge, parce qu'aujourd'hui, tout ça, ça coûte énormément. On produit ici à Bruxelles et on a envie de rester à Bruxelles. On est à Woluwe, à 10 km de la Grand Place, avec des humains. Et aujourd'hui, c'est vrai que les produits, du coup, coûtent plus cher. Mais après, on essaie de dire qu'il ne faut pas manger des dents tous les jours. Hein. Ouais, on les mange en conscience, on se fait un petit plaisir ou on fait un plaisir à quelqu'un. Mais le but, c'est pas de se nourrir parce que ça reste du sucre. Et il y a du bon beurre. Mais le sucre, ça reste pas très bon pour la santé non plus. Hein. Ah ouais, Donc, c'est un sujet chez nous sur lequel on travaille aussi. On a déjà fait des biscuits à indice glycémique bas. On se demande si aussi sur toute une série de recettes, on va pas petit à petit diminuer le taux. Intéressant. Ou remplacer le sucre par, vous savez, les sirops, par exemple, sirop de date ou ce genre de choses. Oui, on a ça. On en a fait avec du sucre, on a fait tout un biscuit vegan comme ça avec du sucre de coco et des alternatives comme ça. Ouais. Il y a plein de choses à explorer. C'est sûr, il y a plein de choses à explorer, en effet. Et c'est très fort les valeurs qu'on ressent, hein, une valeur de fidélisation, une valeur en effet d'humanisation. Peut-être qu'il est là le plus grand impact que vous pouvez avoir sur le fait d'avoir déjà 100 employés heureux et épanouis, quoi. Alors on essaye. Ouais. En fait, tu vois, ça aussi, aujourd'hui, je trouve que dans ce monde aujourd'hui qui s'accélère de plus en plus vite et qui est vraiment interpellant, d'essayer de donner en tout cas, nous, on essaie de donner du sens dans ce qu'on fait. Donc, on se dit que si on arrive en tout cas, nous, à y voir du sens, on peut essayer d'amener des personnes autour de nous pour cette cause qui est plus grande que nous. Et en tout cas, d'avoir quelque chose qui réancre, qui passe les années, qui bouge pas. Qui est rassurant aussi. Hein. Ouais, je trouve que tout s'accélère. Enfin, ces écrans, ça fera un vrai cauchemar aujourd'hui. Et on nous fait croire que justement toute cette technologie, tous ces trucs-là vont nous faire aller mieux. Et aujourd'hui, je ne sais pas si tu constates, mais tu vois qu'il n'y a jamais eu autant de burn-out dans ces sociétés. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui ne sont pas bien, alors qu'on est dans un pays qui est parmi les plus riches au monde individuellement. Donc tout ça pose question. Et donc en tant que responsable d'entreprise, de dire ok, quelle image j'essaie de mettre dans cette entreprise, quelle valeur j'essaie de faire perdurer. Et après, voilà, on est en chemin, on essaye, on mesure maintenant. Hein, tu vois. Avant, on disait, on pense que tout le monde est heureux, etc. Mais on a fait des sondages, etc. Parce qu'on a été certifié B Corp il y a quelques mois. Et donc là-dedans, on a commencé à apprendre un petit peu toute la culture de la mesure et de quantifier. Parce que B Corp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un label qui est très exigeant et qui est à la fois sur tous les critères sociaux, environnementaux et de l'entreprise et qui demande, tu dois pouvoir prouver tout ce que tu dis. Hein. Et donc pour une entreprise artisanale comme la nôtre, on n'avait pas beaucoup de processus ou beaucoup à l'oral. Donc il a fallu mettre pas mal de choses en place et de le suivre. C'est une chose. Et puis pour pouvoir être certifié, tu dois pouvoir montrer que tu progresses. Donc ça, c'est tous les 3 ans. Tu peux pas rester, c'est pas le statu quo, quoi. Ouais. Et qu'il y a toujours une manière de se challenger, de se remettre en question. Hyper intéressant. Ça me donne envie d'aller justement sur ce terrain de l'innovation, parce qu'on comprend très bien qu'il y a vraiment une volonté de perdurer, une volonté de fidéliser, une volonté de responsabilité écologique, une volonté d'empreinte forte en termes d'humain, enfin d'impact fort dans le social. D'ailleurs, je fais une petite aparté, mais je trouvais ça passionnant. Il y a une étude qui a été faite sur 80 ans par Harvard qui cherchait justement les raisons, les causes du bonheur, et ce serait la qualité du lien. Et donc en effet, c'est pas donc être très entouré, c'est pas donc avoir plein de gens, avoir plein de followers. Évidemment, c'est pas tout ça, mais la qualité du lien. Et quand on sait le nombre d'heures qu'on passe à notre travail, la qualité du lien avec ses collègues, avec son employeur, avec ses employés, c'est
en effet fondamental. Ah oui, et tu sais, déjà ici, avec les 100 personnes qui sont là, moi, j'arrive déjà même plus, avec les rotations qu'il y a, je connais déjà presque plus le nom de tout le monde non plus. Tu vois que tu arrives à une taille qui est limite, qui commence à être critique aussi. Et que même les 13 boutiques qui sont à Bruxelles, j'ai même pas l'occasion de toutes les voir aussi fréquemment que j'aurais envie. Donc, faire plus, alors pourquoi ? Alors pourquoi donc ça, c'est très clair, l'envie de ne pas être dans cette croissance. Mais peut-être que le challenge, en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresserait, l'envie d'innover. Est-ce qu'il y aurait ça ? Donc, comme tu disais, sur B Corp, toutes les 3 ans, tu dois t'améliorer. Donc, comment on fait pour s'améliorer ? Comment on fait pour innover ? Alors, la maison, quand moi je suis arrivé, il y avait tout l'enjeu de la faire basculer aussi dans le 21e siècle en termes de sa marque. Ouais. Parce qu'on est sur un podcast de marque belge, si j'ai bien compris. Il y a cet enjeu-là en termes de marque aussi. On ne peut pas juste jouer sur son histoire, je trouve. Et puis même, ce n'est pas très relevant. Juste être sur l'authenticité et juste de dire on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Je trouve que justement, ce qui est gai, c'est de pouvoir s'approprier toutes les thématiques et les sujets d'aujourd'hui, mais justement en pouvant s'appuyer sur notre enracinement du passé. Okay, on a passé toutes ces années-là. Qu'est-ce qui a fait que la Maison d'Andois a toujours réussi à passer ça ? Et donc, quand je suis arrivé, on a commencé à faire tout un rebranding déjà à ce moment-là. C'est Pois Dorés, ça date d'il y a une dizaine d'années. Et tu vois déjà sur les boîtes, il y a ce côté à la fois les Pois Dorés qui sont plutôt le côté moderne et le côté très contemporain et actuel, mais tu as ce logo qui est plutôt lui pour le coup authentique comment dire, qui vient symboliser un peu tout notre passé. Tu retrouves là-dedans la maison d'Andois, la rue au bord, d'où ça a commencé, la date, le petit moulin qui est notre emblème, tout ce côté-là. Et donc depuis maintenant une dizaine d'années, on arrive comme ça, on est à l'image de ce rebranding avec ces Pois Dorés, on s'amuse à être en tension, à être dans le côté à la fois actuel et à la fois basé sur notre passé, sur notre histoire, sur notre artisanat. Et ce qui est très gai, parce que du coup on s'amuse même dans les boutiques qu'on fait à faire des endroits assez intemporels avec lesquels on travaille avec des designers actuels, avec des architectes super contemporains et en même temps qui doivent bref, on vient mixer toujours tout ça partout. Et tradition, modernité, sans tomber dans le fashion non plus. Et c'est là où les curseurs sont à trouver et dans lequel on s'amuse beaucoup. Et donc, du coup, on crée des produits aussi beaucoup. On a créé ce Dandois Lab qui est... Alors, il est un peu partout. On n'a pas encore un lieu, même si on a des idées de où on veut l'installer. Mais un lieu où on vient créer, partager, faire des rencontres... Et on a, créé comme ça, maintenant on a une dizaine déjà depuis quelques années de biscuits qu'on a créés issus de ce lab. Et alors on a commencé comme ça avec des biscuits. Ce sont des collaborations ? Alors parfois des collaborations, parfois pas. Je te dis par exemple l'indice glycémique bas dont on parlait là, ces biscuits donc avec un taux de sucre beaucoup moins élevé. En tout cas, on a fait des biscuits vegan dedans, on a fait des biscuits sans gluten. Alors, même si c'est notre grand-père, on avait fait dans les années 70 déjà. Ah oui. Il était un peu en avance sur son temps, lui, pour le coup. Qu'est-ce qu'on a fait ? Oui, on vient de faire en collaboration un biscuit avec une chef qui s'appelle Marie Vial. Et alors lui, ce petit biscuit-là, il coche toutes les cases de ce qu'on aime aujourd'hui parce qu'il est à la fois co-créé donc, avec des équipes en interne de chez nous, Marie qui est à la recherche et développement et Marie Vial. Et avec ils ont trouvé une farine à base de pommes de verger qui était ici autour de Bruxelles. Et donc, avec le marc de pommes, issu de quand tu fais un cidre ou un jus de pomme, il reste ce marc. Ils en ont fait une farine, et cette farine, on l'a incorporée dans nos biscuits. Donc, tu as 23% de marc de pomme dedans. Et puis, il est super gourmand. Donc, donc du coup, il a un super bon goût de pomme, et avec une acidité comme ça derrière. Bref, il est très, très, très bon. Donc, donc on continue à faire des collaborations. On a beaucoup de demandes. L'autre jour, on a fait un truc avec Oogies, qui est un influenceur assez connu dans le monde de la food et qui nous a demandé de faire un spéculoos avec du piment d'Espelette. C'est très bon. Puis après, on aime bien faire des collaborations avec des autres marques. Bruxelles Beer Project, par exemple, on avait fait une bière aussi, avec notre caisse de spéculoos.
Et nous, on a récupéré la drèche issue de la bière pour faire un biscuit à base de drèche. Delvaux, par exemple, on a fêté nos 185 ans avec eux. Avec Belle Rose, on a fait aussi une chouette collaboration. Ouais. Enfin, bref, on continue à... C'est ça aussi, on se lie, comme on dit en interne, avec des amis de qualité. Ouais, des marques belges. Des marques belges avec qui on a des affinités. Et on a quelque chose à raconter. Donc c'est important de se raconter quelque chose, pas faire quelque chose pour faire quelque chose. Mais ça part toujours d'une rencontre, d'échange, de partage et de dire ok, on a envie de faire quelque chose en commun. Génial. Mais ça, c'est le point, c'est super important. Et c'est pour ça que là, pour l'instant, on n'a pas fait quelque chose de visible en collaboration, parce qu'on le fait pas parce que chaque année il faut faire. Ouais, c'est des rencontres. Ce qui va arriver, ça part de rencontres. Génial. Et ça me fait un pont parfait par rapport à l'un des messages clés de ce podcast, qui est justement l'identité belge. Donc en effet, vous avez fait des collaborations avec des marques de renom, Delvaux, Belle Rose, tu viens de citer. Ça veut dire quoi pour toi être une marque belge ? Ouais, déjà, nous, alors belge, avant d'être belge, on est bruxellois. Ouais. Et dans ce côté bruxellois, mais vraiment les anciens bruxellois qui se prennent pas au sérieux. On dit souvent qu'on fait des biscuits de manière très sérieuse, sans se prendre de sérieux. Ça fait partie de l'ADN de la maison d'Andois. Dans le tone of voice qu'on a, il y a, d'ailleurs, dans le logo, il y a spectaculos, spéculos, qui a c'est un petit peu drôle, un peu de légèreté. On le garde, ça. Ouais, ça, c'est belge. Je pense. Ouais. et donc, dans tout ce qu'on fait, tu vois, les biscuits qu'on a fait là aussi, qui sont inclusifs, il y a toujours, beaucoup d'humour et un peu de légèreté. Ouais. Simple aussi. Humble, parfois un peu trop. Justement, toute la partie de l'engagement sociétal et environnemental, on n'en parlait pas autour de nous, on le disait pas, on a peur de tomber. Enfin, on n'est pas du genre à raconter tout ce qu'on fait. Donc maintenant, on s'est dit qu'on doit le faire un peu plus. Ouais, et c'est pas pour se vanter, c'est aussi pour inspirer, c'est aussi pour montrer l'exemple, c'est aussi pour montrer que c'est possible de faire comme ça. Exactement. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant à l'heure d'aujourd'hui, où on a l'impression parfois qu'il y a que le train à 300 km/h à prendre et sinon t'es out. Non, de montrer qu'il y a d'autres chemins, d'autres voies. Et je trouve que c'est hyper inspirant de te tendre le micro et d'entendre ça. Voilà, donc on le fait. Ouais. L'enjeu actuel pour nous, c'est dans notre communication, j'ai envie de dire du day-to-day, c'est d'aller injecter ça aussi. Aujourd'hui, sur notre packaging, dans tous les touchpoints de la marque, on ne sait pas encore, en tout cas la plupart de nos clients ne le savent pas, c'est ce qu'ils nous disent, qu'on fait un cadeau qui est à la fois engagé et impactant aussi en même temps, qu'il est gourmand. Et justement, dans les codes de la modernité d'aujourd'hui, comme les réseaux sociaux, comme justement le digital, vous arrivez à prendre ça en main pour faire... ou en tout cas, comment prendre ça, comment prendre ces outils-là pour faire passer votre message ? Oui, on est actif sur tous ces réseaux là depuis pas mal de temps. 28 000 followers sur... Oui, mais on n'est pas à la course de nouveau de trucs, et on n'a jamais injecté €1 dans des pubs et dans l'acquisition, dans tout ça. Donc c'est très très organique. Le e-shop est c'est un canal, mais pas hyper important. 2% du chiffre d'affaires, c'est pas... mais qui peut se développer. Hein. Ça pourrait être une ambition ou... On aime l'expérience, nous. Hein, tu vois, on a expliqué c'était quoi l'expérience de la marque et qu'est-ce qu'on a envie de faire passer, de véhiculer comme moment et comme émotion quand on vient dans une boutique. Et il y a reprendre le temps, c'est sensoriel, c'est visuel, ça doit être gourmand. Il y a des biscuits qui débordent. C'est vraiment des petites... Justement, on parlait de reprendre de ce temps, de tout ce qui s'accélère. Retourner dans une des boutiques chez nous, c'est un moment de plaisir. Alors, il y a moyen de procurer ça pour le moment un peu avec le digital, mais c'est pas la même chose. Donc pour l'instant, si on doit faire des choix, on continue à privilégier ça. Mais après, je trouve que le digital doit venir en complément de l'expérience et doit venir ajouter peut-être une série de choses qu'on ne sait pas faire véhiculer en boutique. Je pense à toute une série d'informations et que justement, tout ce dont on évoque là, dont on a parlé, tous ces engagements, les chiffres, expliquer d'une manière ou d'une autre, grâce à, je sais pas moi, des QR codes ou des trucs, ramener vers du digital, arriver à mêler un petit peu les deux, ou ici, comme on est en train de faire, tu vois, avec un podcast sur un format long qui explique
ce qu'on fait. Et puis ce que je vois, c'est aussi la puissance aujourd'hui des vidéos, des films, des reels, et l'intérêt de pouvoir passer des messages à travers des petits films. Voilà. Là, il y a sûrement un truc sympa à faire, quoi. Donc c'est ce que j'avais envie de dire, c'était que la partie justement sur l'engagement, c'est en même temps donc déjà arriver à le communiquer à nos clients, mais si on peut en plus les emmener sur ce chemin-là, à se poser des questions, à les aider dans ce parcours, partager toutes les connaissances qu'on est en train d'acquérir aussi, hein, parce qu'il y a des choses qu'on fait bien, des choses qu'on rate, il y a des choses qu'on... Et voilà. Et c'est super de le partager, ça, c'est vrai. Et donc on a envie d'avoir une espèce de roadmap comme ça, un peu ouverte, dans laquelle ils peuvent interagir. Et enfin, je veux dire, je trouve que c'est ensemble, collectivement, qu'on va répondre à ces questions-là qui sont adressées. Je veux dire, il y a vraiment des choses fondamentales à changer. Il faut que ce soit ensemble. Et puis, il y a une notion très forte chez Dandois qui est donc la fidélisation. Donc, l'idée de garder des clients fidèles, ça veut dire aussi peut-être rajeunir des clients, être sûr que la transmission, elle passe aussi sur des plus jeunes. Non, tu as tout à fait raison. Tout le rebranding a eu vraiment un gros effet, je pense, de rajeunissement, justement. Et de modernité et d'atemporalité. Je trouve que ça reste très atemporel. Je trouve que c'est extrêmement bien réussi. Et puis, toutes ces collaborations qu'on évoquait, même par exemple, l'influenceur, très honnêtement, je ne connaissais pas du tout quand on m'a dit. Et puis, Alain Notal me dit, ouais, mais c'est super connu. Je suis OK, bon. Donc, tout ça, c'est des nouveaux publics aussi, des nouvelles personnes. On a comme ça des ambassadeurs, des gens qui, de manière très spontanée, qui nous partagent, que ce soit Angèle ou qui un jour me sort c'était quoi, une petite boîte de spéculoos dans une interview. Et tout le monde nous a dit, vous avez payé combien pour faire ça? Je dis, mais rien du tout, on ne savait même pas qu'elle faisait ça. Donc, tu vois, on a vraiment cette espèce de... Ce jeune public qui vient aussi, ces jeunes clients. Vous êtes sur TikTok? On n'est pas encore sur TikTok, mais non, et c'est vrai, on a souvent cette discussion-là avec Léa qui s'occupe ici en interne de l'image. Et c'est de montrer encore davantage notre atelier, de montrer la façon de faire. On fait des images très artistiques, on aime beaucoup mélanger l'art avec l'artisanat. Mais parfois, on oublie qu'on vend des biscuits. Et donc, on essaie de trouver cet équilibre-là, où parfois, être un peu plus explicite dans ce qu'on fait et de comment on le fait. Mais c'est comme ça qu'on raconte des histoires. C'est comme ça qu'on raconte des histoires, on est d'accord. Mais oui, non, on doit arriver à les fidéliser, à rajeunir. Je pense que ça se fait petit à petit. Je n'ai pas de data là-dessus. Non, mais de manière organique, comme vous avez eu la collaboration, enfin en tout cas le petit événement avec Angèle qui s'est fait de manière spontanée. Et maintenant, on a lancé un programme de cadeaux dans nos boutiques. Donc c'est pas un programme de fidélisation, parce que le concept, c'est dès qu'on s'inscrit, on reçoit de facto 7 cadeaux sur l'année, une boîte de biscuits pour son anniversaire, et donc du coup là, ça nous permet aussi de pouvoir tout d'un coup communiquer de manière plus directe à travers des emails avec nos clients. Dans les boutiques, parce qu'on se rendait compte qu'en fait, il y avait toute une partie à qui on ne communiquait pas du tout. Oui, et que vous n'aviez pas de data. Pas de rien. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Ça fait quelques mois, mais ça fonctionne super bien. Les gens sont enchantés. Et c'est une manière aussi de remercier et de leur donner un petit geste, une petite attention. D'habitude, c'est jamais dans ce sens-là que ça se fait. Ouais. Et là, c'est « Ah, vous avez droit à un petit cadeau ». Et les gens sont ravis. Merci beaucoup. C'est absolument passionnant. J'ai envie de revenir sur notre identité belge. Mais tu as dit déjà des mots hyper forts comme l'humour, la légèreté, l'humilité. Est-ce que tu penses à quelqu'un dans le secteur de la mode belge que tu aimerais entendre à ce micro? Il y a une marque belge avec qui j'évoquais une collaboration, la Belle Rose, avec qui aussi une entreprise familiale et une entreprise qui se déploie bien et qui fonctionne bien en Belgique. Et donc Frédéric Vitre, qui est le nouveau PDG, qui n'est pas de la famille, mais qui travaille avec la famille. Ce serait intéressant qu'ils viennent ici. Excellente idée, super, un grand merci. Est-ce que tu veux profiter encore de ce micro pour faire passer quelques messages? Mais c'est plein de messages à faire passer. Tu en as déjà fait passer plein et c'était absolument passionnant, en tout cas merci. Non, mais par contre, oui, on a un gros défi collectif tous en tant qu'humains et ça commence par nous, ça commence par soi individuellement et puis après à chaque endroit dans lequel on interagit, dans chacune de nos communautés, on a tous des choses à raconter et c'est important de sortir de ces bulles. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, pas que les réseaux sociaux, mais nous enferment dans des bulles
d'informations et il faut qu'on perce ces bulles, il faut qu'on continue à dialoguer comme on est en train de faire dans une interview ici, échanger nos points de vue. Et c'est important là maintenant parce que... Et qu'on est tous responsables. Et je retiens aussi cette phrase, si c'est pas nous, alors qui c'est? Et si c'est pas maintenant, alors ce sera quand? Tout à fait. Que chacun à notre niveau, on peut faire un pas pour un monde meilleur, un monde avec plus de qualité de lien et avec plus de responsabilité dans notre impact écologique. C'est clair, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est là qu'il faut, dans le récit, arriver à emmener les gens. C'est qu'en fait, en ayant moins, on est mieux. Et moi, tu m'aurais dit ça il y a 15 ans, je n'aurais pas cru. Hein. Mais maintenant, dans ma manière de consommer, dans ma manière de faire, ma manière d'interagir, je me rends compte, au plus je me délaisse, au mieux c'est. Mais c'est pas du tout la société dans laquelle, d'hyperconsommation dans laquelle on est, et on continue d'être. Ce message, mais vraiment, c'est pas un mythe. Il faut le vivre petit à petit et aller chacun pas à pas. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Et puis on se rend compte en fait que même en Belgique, dans la nature, il y a des trucs de dingue, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller partout. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour... Non. Et c'était ça me peut penser à une campagne qu'on avait fait cet été là. On avait invité nos consommateurs à voyager dans Bruxelles. Rien que dans Bruxelles, il y a plein de merveilles, plein de choses qu'en tant que Bruxellois, je connaissais pas. Et donc on a invité tout le monde à aller voyager dans sa propre ville. Un grand merci Alexandre et avec plaisir pour aller visiter. Bon, on va aller mettre notre Charlotte alors. Super, on fait ça. Faire le petit tour à l'atelier. Génial, à tout de suite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs qui constituent la mode belge. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur Instagram, WeLoveBelgianBrands_podcast et aussi sur LinkedIn sous les pages astrid.lefebvre et Lindegram.